m'appelle Dominique Desjeux, je suis anthropologue et j'ai dirigé pendant une vingtaine d'années à la Sorbonne un magistère de sciences sociales et après ça un doctorat professionnel pour former des gens qui vont travailler après en entreprise ou comme freelance. Et à partir de ça, j'ai développé énormément de contrats dans pas mal de pays, notamment en Chine depuis une vingtaine d'années. Et un jour, un de mes collègues, Nicolas Bricas, que je connais depuis pas mal d'années, est contacté par Danone avec qui il travaille pour savoir s'il peut trouver quelqu'un pour aller faire une enquête anthropologique en Chine. Il dit, il n'y a pas de problème, demandez à Dominique Desjeux. Ils me disent, voilà, on a déjà un produit en Chine qui s'appelle Mizone, qui est une espèce de soda, qui n'est pas très sucré et plutôt blanc, donc c'est plutôt positif pour les Chinois. Mais on voudrait continuer à développer des boissons non alcoolisées. Est-ce que vous pourriez nous faire une enquête sur les pratiques quotidiennes des Chinois dans 4 villes, donc à Pékin ou Beijing en chinois, à Shanghai, à Guangzhou, au Canton, au sud de la Chine, et puis à Chengdu, qui est au centre de la Chine. Et à peu près à chaque fois, il faudrait interviewer et observer une vingtaine de personnes. Alors le principe de la technique, c'est de partir des objets. Donc je pars du réfrigérateur, du robinet, de la théière électrique, ou la bouilloire électrique, la table, les chefs, tout ce qui peut concourir à l'usage des boissons. Et puis, je les fais parler, ou on les fait parler à partir de ces objets. Donc, on a une fiabilité très forte sur la pratique, puisque comme ils sont sur place, ils sont dans la cuisine, ils sont dans le living, ils sont dans la salle de bain, dans les toilettes. Ils nous racontent comment ils boivent les boissons. Et là, on a spécialement bien décrit la fabrication du thé, qui est assez complexe au bout de la chaîne, pas simplement au moment de l'infusion, mais avant. Puisqu'il faut savoir qu'en Chine, il n'y a pas d'eau potable. Et donc, il faut systématiquement faire bouillir l'eau. Après ça, il faut la mettre dans une bouilloire. Après, il faut la faire refroidir si on veut la garder pour la journée. Ou bien, on va la mettre dans une théière. Et donc, il y a quand même un processus, pas énorme, mais quand même relativement long et complexe pour faire tous les jours l'eau qui est potable. Et on découvre comme ça, qu'est-ce qui fait au final que les bonbonnes d'eau se vendent assez bien en Chine pour cette classe moyenne urbaine, c'est que c'est pour elle un gros gain de temps par rapport à cette activité quotidienne de fabrication de l'eau potable. Après ça, une fois qu'on a été chez les gens, ça peut se faire avant, ça peut se faire après. Évidemment, chez les gens, on regarde aussi les réfrigérateurs pour voir est-ce qu'il y a des sodas, quelles sont toutes les boissons qu'on peut trouver. J'ai du reste peu vu de sodas dans les réfrigérateurs des gens chez qui on a été. Notamment le coca, il y en a assez peu. Mais après ça, on va dans les supermarchés pour regarder comment sont organisés les linéaires. Et qu'est-ce qu'on voit ? Les linéaires de soda sont énormes. Donc il y a un écart entre ce que nous racontent les consommateurs et puis leurs pratiques réelles. Et puis on continue, alors on discute, on fait de l'observation, on va dans les métros, principalement dans les métros. Et on découvre que c'est là, en réalité, que c'est un grand lieu de boissons, de consommation de boissons non alcoolisées. Et ils vont acheter leur soda dans ces espèces d'armoires réfrigérées. C'est froid en été, c'est même réchauffant en hiver, pour trouver de la soupe en hiver. Et donc on comprend que le soda est peut-être pas une boisson qui est bien vue à la maison, c'est pas bon pour la santé. On comprend que par contre dans la mobilité c'est tout à fait valorisé. Au moment du sport aussi, après le sport c'est valorisé, c'est énergétique. Dans le travail, si la boîte est un peu traditionnelle, c'est pas très bien valorisé aussi. Et puis on découvre enfin que si on fait des fêtes, là c'est très valorisé parce qu'offrir de l'eau pour un mariage, pour une naissance, toutes les grandes fêtes ou la fête du printemps, ça fait un peu râteau, ça fait un peu radin. Donc là on achète des sodas. Et puis petit à petit, en discutant avec les gens, ça se fait sur, en général l'enquête, celle-là elle a dû durer 3-4 mois. Petit à petit, on découvre une chose qu'on connaissait mais qu'on n'avait pas bien creusé jusque-là, qui est toute la représentation symbolique de la santé et du corps en Chine autour de la circulation de ce qu'on appelle le qi, l'énergie. Et quand le qi ne circule pas bien, on est malade. Et pourquoi on est malade ? C'est parce que l'harmonie ou l'équilibre de la circulation du qi, ou plutôt l'équilibre entre le chaud et le froid qui permet une bonne circulation du qi, est mal faite. Et si elle ne fonctionne pas bien, c'est parce qu'on a bu des boissons industrielles ou des boissons trop chaudes ou des aliments trop chauds ou trop froids. Notamment si on est une femme, on va éviter de boire des boissons trop froides, etc. Et donc, à partir de ça, on a pu montrer à notre client, c'est le côté assez utile, à la fois
tout un système d'objets dans l'espace de la maison, dans les transports, dans le travail, qui conditionne l'usage des boissons, qu'elles soient industrielles ou traditionnelles. On a pu montrer aussi les usages sociaux des boissons, donc dans la vie quotidienne, dans le travail ou pour les fêtes, et surtout en lien avec l'imaginaire des Chinois autour de la santé et du chaud et du froid. À partir de ça, on a présenté nos résultats à Shanghai et à Canton. On a été aux deux endroits. On a travaillé on a d'abord présenté à Canton, on a présenté les résultats. À partir de là, ils ont travaillé et ils ont proposé à peu près 6 axes de développement. C'est la première fois que je voyais une aussi belle application de l'anthropologie. Là, on rentre dans le confidentiel, c'est normal. Mais surtout après, on a fait une demi-journée de travail grâce à une société qui nous a animés pendant une demi-journée de façon créative. On l'a fait 2 fois. Et au bout de la chaîne, après tout ce travail créatif, donc on a l'étude, le travail créatif, eh bien ils ont inventé un concept qui pour le moment est encore confidentiel, mais qui est une idée qui est directement tirée de ces observations qu'on a fait sur la mobilité, sur le fait que c'est plutôt extérieur à la maison et que c'est plutôt une population entre 18 et 35 ans. Et c'est assez rare de voir comme ça un lien entre une enquête anthropologique et un concept final, parce que le plus souvent, on fait une enquête, on donne des résultats, parfois on anime pour arriver à une feuille de route, mais on ne va pas plus loin. Et là, pour la première fois, on a été quasiment jusqu'au bout. La plus-value de l'anthropologie, c'est d'être sur les lieux des pratiques. Donc première plus-value, quand on est sur le lieu de la pratique, ce que disent les gens est très fiable. Donc quand on dit que c'est du déclaratif, oui, mais ce n'est pas du tout le même qu'un questionnaire ou une table ronde. Parce que c'est un déclaratif, c'est un discours qui est fait dans la cuisine. Les gens retrouvent facilement leurs gestes, parfois ils miment ou ils font le... Par exemple, je l'ai fait sur du maquillage, j'étais avec Wang Lei, une autre doctorante. Moi j'avais la caméra, et je filmais les gens en train de se maquiller. Donc on a une très très forte fiabilité. Mais en plus, on a, avec les objets et les pratiques, on obtient, puisqu'on discute en même temps, les contraintes que les gens ont, ou surtout on obtient les problèmes non résolus, tous les problèmes du quotidien qui ne sont pas résolus. Donc pour tout ce qui est recherche et développement, c'est très utile, puisque là, on a quelque part une espèce de liste des pistes de réflexion, des biens ou des services à développer. Et on voit aux 3 endroits où on est utile en anthropologie. Le premier, c'est en amont de la R&D, pour avoir des idées, pour générer des idées. Après ça, c'est quand les départements, notamment entre la R&D et le marketing, doivent négocier. Et là, nous, on peut aider comme médiateur, comme analyseur des problèmes et aider les gens à mieux coopérer, entre silos, comme on dit souvent aujourd'hui. Et le troisième moment, c'est quand on va chez le consommateur final, quand on travaille sur un produit qui existe déjà ou un service qui existe déjà, pour dire pourquoi il marche ou il ne marche pas, vu là aussi les contraintes qu'il y a dans le living, la salle de bain ou la cuisine.